En 1905, Einstein a rédigé ses 4 articles en l'espace de 6 mois. Au mois d'août, il écrit de nouveau à son camarade Konrad Habicht. Cette fois, il ne le traite pas de tous les noms, mais simplement lui fait part d'une nouvelle intuition. Il écrit à nouveau à Habicht au cours de l'été 1905 en disant qu'il a mis le doigt sur quelque chose de très important qui est l'équivalence entre l'inertie, la masse, et puis l'énergie, ce qui va devenir la grande formule E égale mc2. Et ce résultat, E égale mc2, est une conséquence directe, qu'il n'avait pas aperçue immédiatement, de son article de juin 1905. Donc c'est une conséquence de la théorie de la relativité, et c'est l'idée que, finalement, quand un corps massif émet ou absorbe de l'énergie, sa masse est modifiée. Pendant des siècles, et en particulier avec Lavoisier, on identifiait la masse avec ce qui était permanent dans la matière. Lavoisier disait « rien ne se perd, rien ne se crée », et Einstein ne nous dit pas du tout. C'est parce que les mesures de Lavoisier n'étaient pas assez précises. Eh bien, s'il y a un dégagement d'énergie chimique, de l'énergie thermique ou autre, il va y avoir un changement de masse, parce que finalement, la masse recèle une énergie cachée énorme. Comment interpréter cette équation E égale mc2 publiée aux Annales en septembre 1905 ? Que de l'énergie qui s'exprime en joules est égale à la masse en grammes multipliée par le carré de la vitesse de la lumière. Jusque-là, tout va bien. Dans cette formule, la vitesse de la lumière s'exprime en mètres secondes, c'est 300 millions de mètres secondes multipliés par 300 millions de mètres secondes. Un nombre gigantesque, 9 suivi de 18 zéros. On comprend facilement que dans cette formule, très peu de masse va produire énormément d'énergie. Mais où trouver cette masse si infime soit-elle? À l'époque d'Einstein, on ne la connaît pas encore. À l'heure actuelle, on la fabrique dans des réacteurs nucléaires qui cassent en permanence les noyaux atomiques de la matière. Au cours du XXe siècle, les physiciens ont exploré toutes les facettes différentes de cette formule E égale mc2. Il y a des physiciens qui transforment de la masse en énergie. Par exemple, les physiciens qui s'occupent des centrales nucléaires, ils prennent de l'uranium-235, ils s'arrangent pour que cet uranium fissionne, donc se coupe en 2 noyaux plus légers. Et dans ce processus, il y a une perte de masse. Les produits finaux sont plus légers que le produit initial. Et cette perte de masse, c'est de l'énergie qu'on appelle l'énergie nucléaire. Le phénomène inverse aussi est possible et encore plus remarquable, c'est-à-dire que vous pouvez partir d'avoir uniquement un système où vous avez du rayonnement, de la lumière, donc par exemple 2 grains de lumière qui vont à la rencontre l'un de l'autre, et vous pouvez, lors de la collision de ces 2 grains de lumière, créer de la masse, créer de la matière, créer des électrons, des positrons, ou même des protons, des antiprotons. Et ça, c'est ce que l'on fait tous les jours dans des accélérateurs de particules au CERN, par exemple. Vous êtes-vous posé la question de savoir pourquoi le Soleil brille depuis si longtemps et qu'il n'est pas près de s'éteindre? Il est la manifestation quotidienne et remarquable de l'équation E égale mc2. Le fait que le Soleil envoie à l'extérieur sans arrêt de l'énergie, sous forme d'énergie lumineuse et de chaleur, qu'il fait ça depuis 5 milliards d'années et que probablement il va encore émettre de l'énergie au même taux à peu près pendant encore 5 milliards d'années, repose en fait sur cette relation E égale mc2. Toute cette énergie lumineuse, elle vient en fait d'une perte de masse au centre du Soleil. Donc la brillance du Soleil est une preuve journalière de la validité de la relation d'Einstein E égale mc2.